Je vais maintenant passer la parole à Michel Hôtesse et lui succédera Hervé Ignal. Nous espérons avoir un petit peu de temps pour quelques questions, mais ce n'est pas certain avant le repas. Voilà, je vous préviens tout de suite. Voilà, Michel Hôtesse, si vous voulez bien. Bien, écoutez, merci. D'abord, deux mots pour dire que ce n'est pas sans émotion que j'ai revu Robert Castel, que je n'avais pas vu depuis longtemps, mais avec qui j'avais beaucoup travaillé pendant une dizaine d'années. Il avait été mon directeur de thèse, entre autres choses. Dire aussi que c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai écouté Jean Furtos et les nombreuses suggestions, ce qu'il nous a montré un petit peu, notamment autour du concept de précarité. Moi, je vais vous parler d'autre chose, qui n'est pas sans rapport avec le sujet. Je vais vous parler des inégalités sociales de santé, et notamment des inégalités sociales en santé mentale. Alors, bon, une brève introduction, qui n'est pas exactement dans l'objet du colloque, mais pour rappeler de quelle problématique il s'agit, les inégalités sociales de santé. Bon, on sait de quoi s'agit-il. Il s'agit des inégalités, finalement, devant la mort, devant la maladie, dont on constate de manière régulière qu'elles sont profondément liées au statut social, à la position socio-économique des individus, à leur niveau culturel, etc. Bon, c'est-à-dire des choses qui sont connues depuis longtemps, bien documentées, comme on dit. Par exemple, l'espérance de vie, on sait qu'elle est de plusieurs années inférieure pour les catégories ouvrières non qualifiées par rapport au cadre moyen, au cadre supérieur. On sait que devant la mortalité prématurée, la mortalité avant 65 ans, elle suit de manière à peu près régulière l'échelle des statuts sociaux. Je pourrais donner de nombreux exemples. Comme ce n'est pas le sujet, j'en donnerai pas beaucoup. J'en prendrai qu'un seul, mais bon, il est peut-être encore plus significatif que d'autres. Si on regarde la mortalité des hommes jeunes entre 25 et 55 ans, on constate par exemple, je vais prendre une pathologie, les cancers des VADS, des voies aérodigestives supérieures, le coefficient de mortalité est de 39 pour 100 000 dans les catégories ouvrières et il est de 4,3 dans les catégories supérieures. C'est-à-dire, statistiquement, ça veut dire qu'on a 10 fois plus de probabilité de mourir d'un cancer de VADS quand on est ouvrier que quand on est cadre supérieur ou cadre moyen. Bon, voilà. Et ça, vous pouvez le prendre par rapport à toutes les maladies, les cancers, les maladies cardiovasculaires. Vous allez retrouver cette même régularité qui existe dans cette concomitance entre le statut social et les inégalités devant la mort et devant la maladie. Bien, c'est vrai aussi d'ailleurs pour les accidents de la route, c'est vrai pour le suicide, c'est vrai pour toutes les causes de mortalité. Voilà, c'est ce qu'on appelle depuis quelque temps, puisque à travers la refonte de la loi de santé publique de 2004, le ministère travaille là-dessus, les anglo-saxons ont beaucoup travaillé là-dessus, le gradient social des inégalités, c'est-à-dire cette espèce, encore une fois, de régularité qu'on retrouve entre le statut social et l'exposition aux facteurs de risque liés à la maladie. Alors ce qu'on constate aussi, c'est que, comme vous le savez, l'espérance de vie augmente, cependant les écarts demeurent de manière aussi stable. Il n'y a qu'une exception, si on peut dire, c'est forcément une exception, mais c'est le fait que les femmes sont moins exposées, même si on va retrouver devant la mortalité prématurée les mêmes facteurs de risque pour les femmes que pour les hommes. C'est vrai qu'en matière d'espérance de vie, les femmes, comme vous le savez, sont beaucoup plus favorisées par rapport aux hommes, puisque là aussi il y a un différentiel de quelques années. Alors il y a une seule exception, pour ce qui concerne les maladies somatiques, c'est le cas du sida, par exemple, notamment au début de l'épidémie du sida dans les années 80, où là, par contre, les catégories supérieures, les plus diplômées, les plus urbaines, étaient beaucoup plus exposées à la mortalité par sida que les catégories populaires. Et c'est un facteur qui perdure, même si les différences se sont un petit peu estompées au cours du temps. Et alors, il y a une seconde exception, je ne sais pas si on peut parler d'exception d'ailleurs, parce que ça va être l'objet de mon propos, c'est la santé mentale. Est-ce que on peut établir le même gradient social d'inégalité par rapport
aux maladies mentales que ceux qu'on constate dans les maladies somatiques. Alors, à la fois, bon, comment dire, ces inégalités existent également, mais elles sont, je dirais, plus difficiles à établir, et ça pour 4 séries de raisons dont je vais vous parler et qui vont nous amener à un certain nombre de constats ou de considérations là-dessus. C'est-à-dire que vous allez voir que mon propos ne vise pas tant à apporter de la lumière sur le sujet que plutôt à expliquer pourquoi il y a de l'ombre. Hein, et pourquoi on a du mal justement à établir ce qu'on fait de manière assez facilement pour les inégalités sociales de santé en général, pourquoi c'est plus compliqué en matière de santé mentale. Alors la première des raisons, je dirais, elle est d'ordre méthodologique statistique, c'est que les indicateurs qu'on utilise de manière habituelle pour mesurer ces inégalités sont des indicateurs de mortalité ou de mortalité prématurée, et que, bon, on ne peut pas dire qu'on meurt de maladie mentale, on meurt plus précocement, ça on le constate, c'est-à-dire les grands psychotiques, les malades mentaux ont une espérance de vie moindre que la population générale, sans qu'on puisse forcément le rattacher à leur situation sociale. Bon. On sait par ailleurs qu'il y a un lien plus ou moins avéré, établi entre, par exemple, la dépression et le suicide. Bon, même en général d'ailleurs, pour certains psychiatres particulièrement attachés aux questions du suicide, ils pensent que la maladie mentale est à l'origine de la plus grande partie des suicides. Mais bon, voilà, ça c'est quelque chose qui est établi dans la littérature. Et bon, il y a certaines statistiques de l'OMS qui tentent à montrer, alors oui, je suis prudent dans ce que je dis, dans ce que je rapporte, qui tentent à montrer que, par exemple, la schizophrénie ou les grands troubles bipolaires sont plus fréquents dans les catégories populaires que dans les catégories supérieures, mais voilà, pas avec une évidence, je dirais, aussi nette que ce qu'on peut montrer, encore une fois, en médecine somatique. Bien, bon, ça, on est un peu, je dirais, presque dans l'artefact statistique ou dans la difficulté d'établir des causalités, des chiffres. Hein. Comme vous le savez, Jean Furteur se rappelait tout à l'heure, hein, si on ne peut pas compter, ça ne compte pas, quoi. Hein. Bon, voilà. Deuxième ordre de raison. Alors, je vais revenir sur les explications, c'est-à-dire parce que la difficulté dans la matière qui est celle des inégalités sociales de santé, c'est que on sait les démontrer, mais on sait mal les expliquer, au fond. Et en général, on avance 5 types de raisons, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais que je vais rappeler. On dit d'abord, premier type de raison, c'est le statut socio-économique, hein, le manque de moyens, de ressources qui fait que les personnes soit ne recourent pas aux soins, soit y recourent tardivement, encore une fois, pour des raisons d'ordre économique, parce qu'elles n'ont pas les moyens. Bon, voilà. Donc c'est quelque chose dont on peut discuter, hein, notamment dans un pays comme la France, où quand même l'assurance maladie couvre notamment les grands risques, moins les petits, mais davantage les grands. Donc voilà, il y a une partie des raisons qui peuvent se ramener à ce facteur, je dirais, économique. Le deuxième ordre de raison, c'est, pour parler un peu comme Bourdieu, de temps en temps on peut encore, c'est la théorie du capital social, quoi. C'est-à-dire c'est les réseaux sociaux, donc la capacité de s'orienter dans le système de soins, notamment de bien s'y orienter, donc d'avoir recours au bon moment, au bon endroit, de pouvoir disposer d'un certain nombre de facilités, de proximité sociale, culturelle, éventuellement, mais ça se rattache au premier facteur de pouvoir assumer des dépassements d'honoraires, des coûts, accélérer les prises en charge, enfin bon, voilà, une certaine familiarité, disons, à travers l'existence de réseaux sociaux.
troisième type de raison, c'est le rapport au corps, hein, effectivement, qui est très différentiel selon les catégories sociales. Bon, c'est vrai que c'est des choses peut-être qui tendent à avoir moins de réalité dans le monde du travail d'aujourd'hui. Mais là aussi, je prendrai qu'un exemple. On montrait dans les années 60-70 que la catégorie sociale qui consultait le plus pour des raisons de fatigue, c'était les femmes inactives des cadres supérieurs. Parce qu'effectivement, la fatigue pouvait être considérée comme un symptôme de maladie, alors que, par exemple, les ouvriers agricoles ne consultaient pas pour ce type de raison. Bon, on voit bien que bon, l'exemple est un peu grossier, mais ça veut dire ça en gros, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le rapport que chacun, comment il interprète éventuellement les symptômes de ce qui peut être, enfin l'indicateur de ce qui peut être un symptôme ou une entrée dans la maladie. Quatrième type de raison qu'on avance pour expliquer les inégalités sociales de santé, c'est les comportements à risque, les consommations à risque, c'est-à-dire qui seraient plus fréquentes dans les catégories populaires que dans les catégories supérieures. Bon, ce qui se vérifie, hein, par exemple, la consommation de tabac est moindre dans les catégories supérieures que dans les catégories populaires. Elle est plus fréquente chez les personnes qui souffrent de troubles mentaux, par exemple, chez les chômeurs également. Bon, voilà. Ceci dit, là aussi, hein, sur la consommation d'autres types de produits, l'explication n'est pas toujours absolument efficiente. Et alors, du coup, il existe une cinquième catégorie. Je vais me désaltérer un peu. Voilà, après ça ira mieux. C'est l'espèce de bouteille à l'encre, on dit, bon, ce sont des facteurs culturels. Facteurs culturels, ça veut dire plein de choses. Hein. C'est, encore une fois, un peu ce que j'ai évoqué précédemment, le rapport à soi, le rapport au corps, la distance par rapport aux institutions, le rapport à la nourriture, enfin, toutes sortes de choses, la sociabilité en général. Hein. En général, d'ailleurs, il y a une corrélation qui marche bien, c'est que plus on a de relations sociales, ça conforte un peu ce que disait Jean Furtos tout à l'heure, plus on a de relations sociales, hein, donc on peut mesurer par différentes méthodes, plus on est en bonne santé, quoi. Hein, voilà. Plus on parle à des gens dans la journée fréquemment, voilà, c'est des facteurs qui sont très corrélés. Donc facteurs culturels, hein, facteurs, bon, d'ailleurs, on peut aussi montrer, hein, certaines études épidémiologiques montrent qu'il y a certains types de pathologies qui sont plus fréquentes dans certaines populations. Par exemple, je lisais ça récemment, je ne sais plus dans quelle revue, la luxation de la hanche, par exemple, est plus fréquente dans les populations de l'Ouest que dans le reste de la France. Bon, pourquoi ? Je ne sais pas. Hein. Le diabète est plus fréquent dans les populations antillaises. Bon, c'est vrai qu'apparemment on les fait manger plus sucré, mais bon, voilà, tout une série de facteurs comme ça, bon, qui ne veulent pas forcément dire choses, mais vous voyez, bon, ça c'est une espèce de bouteille à l'encre, on peut amener plusieurs types d'explications. Bon, voilà. Alors, ce qui est intéressant, ce que je voudrais en fait faire valoir ici, c'est que quand on reprend ces facteurs dont vous voyez qu'ils ne sont pas d'une limpidité extraordinaire, si on les applique à l'analyse de la maladie mentale, ça devient encore plus compliqué et plus trouble, quoi, parce que comment on évalue le fait d'aller mal, qu'est-ce que c'est que la distance, encore une fois, par rapport à la médecine générale, bon, voilà, mais à la médecine psychiatrique, hein, qui est porteuse encore plus d'imaginaire, enfin, de malentendus, je sais pas, d'éloignement, bon, voilà. Hein, donc, voilà, tout ça, donc, ce ne sont que des hypothèses, hein, mais voilà, des hypothèses qui montrent quoi, quand même, hein, qu'il y a une liaison entre l'appartenance sociale et la maladie, que ce soit la maladie somatique ou la maladie psychique. Hein. D'ailleurs, c'est ce que confortent un peu les grandes enquêtes que le CCOMS en France a fait sur l'incidence, la prévalence de la maladie mentale dans la population générale, où on voit, vous savez, bon, c'était une grande enquête, peut-être que je ne sais pas si Jean-Luc Roland en parlera, où on interrogeait les gens dans la rue, notamment en appliquant
la CIM-10, regarder effectivement si il pouvait présenter tel ou tel symptôme. Ce qu'on constate, c'est que selon les contextes sociaux, je prendrai par exemple l'exemple du Nord-Pas-de-Calais, la prévalence des troubles était beaucoup plus importante dans la population roubaisienne que dans la population lilloise. Bon, de manière statistiquement significative. Donc, influence du contexte social sur la maladie mentale. Alors, il y a une exception, enfin, je veux dire, une exception parmi les études qui ont été faites, et c'est l'objet du colloque. C'est pas pour cette raison que j'en parlerai pas, que je développerai pas, mais d'autres en ont parlé, en parleront, notamment dans l'intervention qui suit, c'est le lien entre la précarité sociale et la maladie mentale, hein, où là, bon, on dispose d'un certain nombre de travaux, je pense par exemple aux travaux du Viviane Covès ou d'autres, hein, qui montrent effectivement que dans les populations précaires, enfin les populations sans domicile fixe, la prévalence des troubles mentaux est très forte, de même qu'on voit la même corrélation en ce qui concerne par exemple la population carcérale. Bon, voilà, là aussi constat. Constats pour lesquels il y aurait de multiples raisons, donc je ne développe pas, puisque c'est le cœur même des discussions qu'on doit avoir ici, mais quand même simplement pour souligner que ça pose un problème épistémologique un petit peu redoutable, quoi. C'est-à-dire, est-ce que, je prends les populations sans domicile fixe, est-ce qu'ils sont dans la rue parce qu'à l'origine, ils souffraient d'une fragilité, d'une pathologie, d'une maladie mentale, ou est-ce que ce sont les conditions de leur existence actuelle qui a fait qu'ils sont effectivement psychiquement pas en bonne santé. Bien, voilà, c'est difficile de sortir de cette... c'est un problème un peu classique, hein, dans les sciences humaines, mais parce que ces explications, bon... je ne développe pas sur la population carcérale, hein, mais je ne reviens pas non plus sur le diagnostic précoce. Hein. Robert Castel évoquait le programme Gamin des années 70. On a eu récemment aussi une enquête nationale sur le dépistage précoce des troubles mentaux chez les jeunes enfants des écoles maternelles, hein, qui a donné lieu à un certain nombre de réactions, notamment dans les milieux de la santé mentale. Bon, on voit donc cette discussion n'est pas close. Troisième type de raison, plus complexe, hein, mais là aussi sur lequel je vais essayer de passer rapidement, tant plus que le temps passe, mais enfin bon, Jean Furtos nous a dit qu'il fallait prendre son temps, mais je vais quand même respecter les consignes, parce qu'il faut aussi respecter les institutions. Bon, voilà. On en est tous là, bien. C'est vrai, c'est quelque chose qui est lié. Pourquoi il est difficile d'établir des corrélations plus difficiles, donc entre statut social et inégalité en santé mentale. Ben, je dirais que ça tient à la discipline psychiatrique elle-même. Hein. Je ne reviens pas sur son histoire, qui est bien connue, qui a été... enfin bien connue, c'est peut-être exagéré de dire qu'elle est bien connue, en tout cas qui a été bien travaillée. C'est-à-dire que dès l'origine, la psychiatrie est polarisée autour de deux grandes tendances, dès le 19e siècle. Hein. D'un côté les aliénistes, hein, de l'autre côté la psychiatrie universitaire. Le débat se poursuit après, au XXe siècle, entre psychanalyse et neuropsychologie. Bon, vous connaissez tous... il y a eu un excellent article dans Le Monde, d'ailleurs, il y a 2 jours, sur la physiologie du cerveau, enfin, bon, qui fait des progrès énormes avec l'imagerie médicale, etc. Donc, vous voyez, bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est que la discipline psychiatrique a toujours été, non pas partagée, mais organisée, polarisée autour de ces deux approches. Hein. Une approche, je dirais, par une étiologie des troubles liés à l'histoire des individus, à leur petite enfance, aux traumatismes qu'ils ont pu connaître, voilà, à leur histoire individuelle, relationnelle, etc., aux événements de leur vie qui ont pu déclencher leur mal-être, et d'un autre côté, un pôle donc, qui se rapproche de la science qui sait, de la science médicale, de la médecine somatique, et qui va rechercher du côté du fonctionnement du système nerveux central, du métabolisme, voire de la génétique. Hein. Récemment, effectivement,
il y a un mois, je crois, il y a eu le colloque de San Francisco, effectivement, où il y a eu un exposé très brillant sur le gène de l'autisme, enfin de certaines formes de l'autisme. Hein. Voilà, donc il y a cette polarité qui existe dans la discipline, encore une fois, qui est une polarité, je dirais, structurante. Hein. Voilà, c'est-à-dire c'est un ensemble d'oppositions théoriques, mais en même temps d'oppositions théoriques qui se réconcilient, je dirais, de manière relativement apaisée dans la pratique, hein, puisque la psychothérapie et le médicament cohabitent, voilà, comme dans un ménage où la cohabitation quelquefois n'est pas sans dispute, mais où finalement les choses dans le quotidien. Mais vous voyez que ce débat, bon, on pourrait faire ici bien sûr des rapprochements avec la médecine somatique, mais cette espèce d'organisation un peu polarisée, donc qui entraîne des débats sans cesse à l'intérieur de la discipline, ne facilite pas la compréhension des liens qui peuvent exister entre la situation sociale des individus et la maladie mentale. Et je viens sur le quatrième et dernier ordre de raison. C'est sur la notion même de trouble psychique. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, le trouble psychique et le désordre social sont profondément liés entre eux. Hein. C'est-à-dire, comme ça a été démontré dans l'intervention qui a précédé, la situation sociale des individus, leur précarité, disons, enfin, qui prend différentes formes, et leur fragilité, leur exposition en quelque sorte différente à la difficulté, aux troubles psychiques, sont des choses qui sont profondément liées. Hein. C'est pour ça que moi je parlerai plus facilement de subjectivité que d'individu, mais parce que la subjectivité, c'est justement ce qui nous lie, hein, enfin ce qui nous lie entre nous, et ce qui nous lie aussi aux institutions. Enfin, quand Castel disait dans son entretien, effectivement, les individus ne tiennent pas debout tout seuls, quoi. Hein. Ils tiennent d'abord parce qu'ils ont des relations entre eux, et ils tiennent effectivement parce qu'il y a un certain nombre d'institutions, comme dit d'ailleurs très brillamment Marcel Gauchet, des institutions qui les ont rendus libres et autonomes. Hein. Même si effectivement ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que cette liberté qui les a produits, ou ces institutions qui les ont produits comme des individus libres et autonomes, ils tendent aujourd'hui à se retourner finalement contre elles. Alors, pour illustrer ce propos, hein, je prendrai parce que bon, là, ça nous entraîne effectivement dans des discussions très, très complexes et très stimulantes. Hein. Je prendrai l'exemple de celui qui a été, avant Robert Castel, quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, c'est Georges Devreux, qui a été l'initiateur de ce qu'il a appelé l'ethnopsychiatrie, et qui montrait en fait que la folie, ce qu'on appelait encore à l'époque la folie, était fortement liée à la culture, et que selon la culture à laquelle on appartient, hein, puisque Georges Devreux était à la fois ethnologue et psychanalyste, que la culture à laquelle on appartient a tendance à formater finalement la manière dont on va exprimer ses difficultés psychiques. Bon, il avait étudié par exemple les crises de folie furieuse en Malaisie, il avait étudié le spleen des Indiens des plaines, enfin il avait fait un certain nombre de travaux sur la schizophrénie et le côté abstrait des rapports sociaux dans la société occidentale, donc oui, peut-être assez prémonitoire, etc. On connaît aujourd'hui tous les travaux qui existent autour de la dépression, hein. Je pense à Ehrenberg qu'on a cité tout à l'heure, ou à Anne Lovell. Bon, enfin, toute une série effectivement de travaux qui montrent qu'il y a des manières correctes ou incorrectes d'être fou, où il y a des passages obligés pour exprimer son trouble subjectif, hein, et que tout cela est formaté, culturellement formaté. Bien, donc j'insiste pas, parce que je crois que ça a déjà été dit, et ça reviendra dans nos discussions, mais c'est vrai que les transformations du monde du travail, hein, c'est-à-dire cette obligation de s'engager, hein, ce que rappelait aussi Robert Castel, cette idéologie néolibérale de l'entreprise de soi, enfin de
conduire sa vie, effectivement, comme on conduirait une entreprise, cette idéologie de la performance, Ehrenberg, ou de la réussite, dont parlait Jean Furtos tout à l'heure, évidemment, conduit à un certain nombre de fragilités, de difficultés qui, effectivement, peuvent s'exprimer selon les différentes formes qui ont été décrites tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir de ça, puisque je vais raccourcir la fin de mon intervention, c'est effectivement ce formatage social, culturel de l'expression du trouble psychique, et les différences qu'on va trouver, je dirais, entre les cultures ou entre les différents moments de la société, va exister aussi, je dirais, dans l'échelle sociale. C'est-à-dire, on n'exprime pas de la même manière son trouble, selon la catégorie sociale à laquelle on appartient, selon différentes choses d'ailleurs, son niveau culturel, selon ses croyances personnelles, religieuses, etc. Enfin bon, voilà. Alors, conclusion de tout ça, c'est pour dire que finalement, bon, si les inégalités sociales en santé mentale existent, bon, ce qui semble établi, il est beaucoup plus difficile de procéder comme on procède en médecine somatique, quoi. C'est-à-dire de faire une comparaison entre le statut social et la maladie, parce que la maladie va prendre différentes formes, justement, selon le statut social ou la position sociale des individus. Et donc il y a une expression très, très différente de ça. Enfin bon, on a parlé de la souffrance sociale. C'est vrai que la souffrance sociale, je rappelle quand même que c'est un concept qui est apparu au début des années 80, qu'il était question dans le rapport d'Antoine Lazarus et de sa collègue dont le nom ne revient plus, et que je connais bien important, bon, de la souffrance des intervenants sociaux, et que bon, voilà, que ce concept a pris une dimension. Vous connaissez toute la polémique sur les suicides au travail, etc. Bon, voilà, donc là on voit il y a des liens intimes entre le fonctionnement de la société et notamment le fonctionnement des mondes du travail, des mondes sociaux du travail, et l'existence d'un certain nombre de troubles. Bon, vous savez aussi, puisque le DSM-5 vient de connaître son acte de baptême, qu'il y a une histoire des troubles sociaux. Je veux dire, l'hystérie était un trouble fréquent dans certains contextes historiques et sociaux. L'homosexualité a cessé d'être une maladie mentale dans les années 70-80. La perversion est quelque chose, je pense aux travaux notamment d'Arnold Davidson, est quelque chose qui est apparu, qui s'est formé, un concept qui s'est formé pendant le courant du 19e siècle, des choses qui ont aussi été bien étudiées par Michel Foucault. Donc vous voyez, là on est au cœur de ce que j'appelle la subjectivité, en reprenant le même concept que celui que Michel Foucault a mis en œuvre tout au long de ce qu'il a écrit, puisqu'il dit quelque part dans une des dernières interviews qu'il ne s'est jamais intéressé qu'à la question de la subjectivité, comme en témoignent d'ailleurs ces deux derniers livres. C'est-à-dire cette espèce encore une fois, ce qui nous fait des êtres humains profondément sociaux, et qui fait effectivement qu'on ne peut pas traiter non plus, je conclurai là-dessus d'ailleurs, puisque je pense que les aspects pratiques, j'aurai la même réponse que Robert Castel sur les rapports de la théorie et de la pratique. Comment dire, c'est que on ne peut pas s'intéresser à ces choses-là ou prétendre les accompagner, etc., sans travailler en même temps sur le contexte social. Je n'ai pas parlé de la stigmatisation, mais aussi c'est un thème qu'il faudrait développer pour comprendre effectivement qu'il y a une telle intrication entre l'organisation sociale, l'organisation de la société, le fonctionnement des institutions, et donc l'idéologie néolibérale aussi, qui veut nous faire absolument des sujets autonomes, libres, indépendants, etc. Je retiendrai simplement, je pourrais finir sur cette phrase, d'ailleurs je ne l'avais pas notée, mais c'est une des phrases que je préfère d'un philosophe dit communautarien, c'est-à-dire des philosophes qui essayent d'apporter une autre vision des rapports sociaux et de la justice sociale que ceux qui sont
dans une certaine forme d'idéologie libérale, hein, parce qu'encore une fois, je ne confonds pas le libéralisme tel qu'il vient des Lumières et du XVIIIe siècle et le libéralisme, le néolibéralisme de la société contemporaine. Hein. Et c'est Michael Sandel qui a eu cette très belle phrase, il disait « Être libre, c'est choisir ses liens ». Bien, nous allons enchaîner directement sur l'intervention de la communication d'Hervé Hignal et nous aurons peut-être, je pense, un petit peu de temps quand même pour en discuter à l'issue de cette intervention. Monsieur Hignal, à vous. Bonjour, donc je suis Hervé Hignal, je suis médecin psychiatre au CHU de Nantes. Je vous remercie de prendre du temps pour m'écouter. J'avais proposé qu'on loupe le repas sur la logique de Jean Furtos, qu'il fallait accepter de perdre et pas s'affoler, mais il paraît que c'est pas possible. Pour qu'on ait plus de temps pour discuter. Donc, l'idée de mon intervention, c'est d'essayer de tricoter ce qui m'est venu modestement sur les migrants, la précarité, la santé mentale et le partenariat. Alors évidemment, ça fait 4 gros mots que je vais essayer de vous développer à partir de ma pratique. Et au-delà de vous remercier, je remercie tous les professionnels avec qui je travaille et qui m'aident à mettre noir sur blanc un peu mes questions et mes tentatives de réponse. Le paysage, au moins sur les Pays de Loire, on évalue les migrants à 91 740 personnes, c'est très très précis, ça doit changer tout le temps. 150 pays de naissance dans la région. Une grande partie, un quart à moins de 25 ans, et les 25-44 ans, c'est 44% de cette population. Bon, les origines sont très diverses, elles changent. Le lieu de vie de ces personnes migrantes, c'est surtout la Loire-Atlantique et surtout les agglomérations urbaines. Nantes, 30 000 personnes, Angers, 11 000 personnes. Voilà, quelques chiffres pour vous mettre... Après un rapport à la santé, une étude de la SAMLA avait montré que, à un moment donné, les immigrés vieillissants s'estimaient à 3/4 en mauvaise santé. Voilà. Un autre petit chiffre pour vous dire les chiffres de l'OFPRA, c'est le dernier rapport de l'OFPRA, 51 913 premières demandes d'asile sont recensées en France. Voilà. Avec, bon, je vous passe le nombre de pays, mais ça varie beaucoup suivant les régions. Premier point pour mettre le paysage sur ces personnes qu'on appelle des migrants qui arrivent dans notre région. Deuxième point, je crois qu'on ne peut pas parler des migrants. C'est un concept intéressant, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il y a des situations de migration qui sont très différentes. Les hommes, les femmes, ceux qui migrent pour les études, ceux qui migrent pour le regroupement familial, vous êtes mineur ou pas mineur, vous venez pour des raisons économiques, des raisons politiques, vous voulez échapper à la violence ou la désorganisation dans votre pays, vous êtes réfugié, vous êtes demandeur d'asile, vous avez des problèmes de santé, vous êtes migrant avec problèmes de santé, vous migrez pour des problèmes de santé, vous migrez pour des raisons climatiques, vous êtes migrant sans statut administratif en France, enfin bref. Tout ça, c'est très complexe. Et la notion de migrant, en général, doit être analysée plus finement. Il faut tenir compte de votre parcours, pourquoi vous êtes parti, comment était votre famille quand vous êtes parti, qui vous a aidé à partir, comment vous avez fait le voyage, dans quelles conditions, simplement, avec violence, comment vous êtes accueilli. Voilà, ce sont des questions qui vont jouer après sur l'ensemble des... Vous êtes de quel pays? Vous êtes de quelle zone linguistique? Vous êtes de quelle zone de migration? Quelle langue vous parlez? Est-ce qu'il y a une communauté ici qui parle la même langue que vous? Ce qui peut être une aide ou une gêne. Donc les migrants ne sont pas une catégorie homogène et leurs besoins, leurs demandes vont être évidemment différents. C'est une généralité de dire que chaque cas est particulier, mais dans mon expérience, je trouve que c'est une vraie réalité. Alors que les organisations, évidemment, sont collectives, plus structurées. Et globalement, on parle des migrants dans les politiques
publiques de santé que parce que ce sont des personnes dites vulnérables. Voilà. Donc c'est le mot vulnérabilité qui rejoint. Je n'évoquerai pas des populations très spécifiques qui sont les Roms, et aussi une migration, et quelque chose qui se développe, qui avait été analysé, une étude qui avait été faite en Bretagne par Simona Tersigine et Nadine Souchard, qui sont les migrations par les entreprises de main-d'œuvre internationale. Voilà, qui s'implantent. L'agroalimentaire, le bâtiment sont structurés avec des migrations de main-d'œuvre internationale, de personnes étrangères qui viennent en France. Voilà. Voilà. C'est un paysage de la migration qu'il faut accepter de voir diversement. Un autre point, les migrants sont précaires. Alors je reprendrai ce que disait Jean Furtos, il y a un bon regard ou une bonne précarité ou une mauvaise précarité. Effectivement, on va regarder les situations des migrants en termes de précarité. On regarde rarement en termes de potentialité. Bon. Qu'est-ce qu'il en est pour moi, pour nous, pour notre société, d'une potentialité justement de migrants. C'est-à-dire qu'on tire beaucoup sur les significations négatives, sur l'incertitude, sur le risque de catastrophe, la pauvreté, la fragilité, etc. Voilà. Et ça, c'est notre regard probablement qui amène à associer migrants et précaires. Je crois qu'il y a une vraie réalité humaine dans cette précarité, mais l'analyse sociale et surtout de santé, et entre autres de santé mentale, tire du côté d'une précarité faible et pas d'une côté précarité, potentialité par rapport à la vie des personnes. Voilà. Alors, dans le travail de partenariat, quels vont être nos repères finalement, hein, et par quoi on va être agité intérieurement et à quoi on va faire attention. Bon, je cite, quand il y avait le colloque à Lyon en octobre 2012, il était noté en fin d'analyse de la précarité, faisons attention aux atteintes à la liberté, à la sécurité, à la violence, à la torture, aux cruautés froides comme le mépris social, la disqualification et l'exclusion. Voilà. Et il y avait comme une invitation à travailler tout ce qui était le lien social. Et particulièrement pour les migrants, c'est une vraie réalité, en sachant que, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, le lien social ouvre évidemment à une position psychique apaisée, équilibrée, ça ne veut pas dire sans souffrance, mais qui peut bouger. Notre petit mot, on parle des migrants. Alors les migrants, ce sont des gens qui émigrent et ce sont des gens qui immigrent. Voilà, ce sont les mêmes. Bon, même si, évidemment, là où on est, on ne voit pas les choses de la même façon. Hein. Mais enfin, sachez que quand quelqu'un arrive ici, c'est qu'il est parti d'un autre endroit et que ça va jouer effectivement dans son chemin, dans son histoire, et que la notion de santé mentale et d'histoire est évidemment très présente au travail que l'on peut faire. Alors vous savez que le droit de quitter son pays est un droit de l'homme, reconnu par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, mais son corollaire logique, qui est le droit d'être accueilli, lui, n'a jamais été mentionné dans la Déclaration, puisqu'il dépend du bon vouloir des États. Voilà. Donc on est là dans le paradoxe d'avoir le droit de partir, mais pas d'avoir le droit d'arriver. Enfin, on peut, mais on n'a pas le droit. Voilà, et cette question du droit, je reprendrai tout à l'heure, est une vraie question au niveau de la santé psychique et de la santé mentale. Et je crois qu'un des premiers points du que fait-on ensemble, c'est tenir compte de toute cette réalité dans notre pensée, dans nos émotions, de notre vision un peu éthique de notre travail, etc., de tenir compte des tensions qui vont exister effectivement en nous et dans nos relations avec les autres. Parce que ne pas tenir compte de cette tension-là, c'est une façon de passer à côté des questions et de passer à côté de la relation avec les migrants. Autre point, si on regarde quelques indices de précarité, bon, vous les connaissez bien, c'est les revenus, l'argent, l'emploi, le travail, le logement, l'accès aux soins, la santé, le handicap, l'éducation, la formation, la vie familiale, la vie relationnelle, l'éducation des enfants, la culture, le sport, les loisirs, la sociabilité, la citoyenneté, l'implication associative. Voilà. Donc vous prenez votre grille, vous voyez si vous êtes pauvre ou précaire.
suivant où vous mettez le curseur par rapport à vous. Alors évidemment, dans toutes ces réalités, les migrants ont effectivement une situation difficile en termes de revenus, d'être quelque part, voilà, d'avoir accès aux soins, à la santé, aux relations, à la vie familiale, etc. Il y a vraiment des zones de fragilité dans l'expérience que font un certain nombre de personnes migrantes. Un point, juste pour éclairer, sur l'accueil et sur avoir un toit et être hébergé quelque part, il y a eu une augmentation des capacités d'hébergement, puisque en 1999, il y avait 5502 places d'accueil, il y en a 13 170 en 2002, mais en même temps, le rapport de la CIMAD fait état en 2012 que 35 000 demandeurs d'asile sont sur liste d'attente d'un CADA, voilà, dont 13 000 sont accueillis dans des dispositifs d'urgence. Voilà. Et donc, on est sur un curseur où vous êtes migrant, vous êtes dans l'urgence, vous êtes dans la précarité sociale, vous êtes dans un CADA ou vous êtes au 115 à la halle de nuit. Voilà, c'est ce curseur-là. Et cette réalité-là fait évidemment question quand on va être amené à travailler sur les questions de santé et avec qui on travaille, puisque avoir un toit ou être posé quelque part, avoir une sécurité pour le lendemain, évidemment, ne vous amène pas tout à fait dans la même position psychique. Autre point de réflexion, c'est la santé mentale. Évidemment, alors c'était presque introduit par vous, M. Hôtesse, que la question de la culture, la question de l'expression des troubles, la question de l'analyse du système social de soins est évidemment quelque chose d'important pour le travail avec les migrants. La souffrance, les troubles, ça ne s'exprime pas de la même façon, ça a un mode particulier. Nous avons un mode et c'est important d'en tenir compte dans la relation que nous allons créer avec les personnes en situation de migration ou d'arrivée. Bon, alors vous avez cité Devreux, vous avez cité Nathan, je citerai Marie-Rose Moreau, Thierry Bobet, enfin voilà, qui nous aident à clarifier comment on entend la souffrance de l'autre, comment on rentre en relation avec lui en tenant compte de sa culture au sens large et dans lesquels nos processus de soins vont être aussi regardés. Voilà, et pris en compte. Voilà. Comment on analyse le malaise, comment on analyse la souffrance, comment on l'exprime, comment on la prend en compte, quel est son sens, et quel type de faire de soins est adapté là aujourd'hui. Et cette question des migrants va évidemment, tout particulièrement en termes de santé mentale, être questionnée dans les possibilités que notre système de soins a de proposer un espace adapté pour ces personnes. Et qui risque de les mettre parfois dans des situations plus précaires, dans la mesure où on ne tient pas compte de cette réalité-là. Alors, la réalité aussi des personnes migrantes fait émerger des réflexions sur la souffrance psychique. Bon, on a largement dépassé ce qui pouvait être le stress post-traumatique américain pour comprendre, pour essayer de travailler quand même ce que c'est que les effets psychiques de l'exil, de l'accueil, de la violence et tout ce qui sont ces réactions à des événements traumatiques ou des situations qui entraînent un stress interne, enfin un déséquilibre interne, des troubles de l'adaptation, les troubles anxieux. Donc il y a tout un champ effectivement autour de l'accueil et de la santé des migrants qui est à prendre en compte dans ce champ transculturel pour essayer de comprendre. Et alors la santé mentale, je voulais citer un terme de Roger Bastide dans la sociologie des maladies mentales, qui était le paradoxe de la psychiatrie qui se veut biopsychosociale depuis longtemps, on pourrait discuter ça, mais c'est qu'elle veut penser globalement. Sa réalité actuelle, c'est qu'elle ne peut pas agir localement, de façon comme elle a pu le faire à un moment donné. On avait des grands asiles, donc on faisait tout. Bon, mais maintenant, non, elle doit faire avec l'exaction des autres et elle est obligée de travailler dans le partenariat. Bon, mais on peut essayer, c'est l'objet du jour, d'essayer de penser les choses globalement et peut-être d'agir localement.
Un autre point à prendre en compte dans cette réalité, c'est la multiplicité des structures. Il y a un nombre d'acteurs. J'ai essayé de la liste, je ne vous la passerai pas. C'est énorme. Migrants, santé, partenariat sur Nantes, c'est au moins 50 organisations dans l'accueil, dans les associations, dans le soutien. Enfin voilà, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité d'intervenants qui vont être à un moment donné les interlocuteurs des personnes migrantes. Voilà, à des niveaux sociaux, niveau administratif, etc. Et puis, dans cette réalité de structure, on a quand même des positions complètement différentes. C'est-à-dire que, juste pour dire que je n'ai pas de réponse au partenariat, c'est que ce n'est pas une tarte à la crème. Alors, je vous cite le partenariat, c'est l'objectif commun, l'organisation partagée des éléments d'analyse, la régulation et l'action concertée, l'organisation de la décision. Ça, c'est formidable. Ça, c'est le partenariat. Mais il y a... Voilà. Alors, sur ces questions-là, je pense qu'il faut réfléchir. Je citerai d'autres choses. L'intérêt mutuel, c'est quoi l'intérêt mutuel des migrants ? Est-ce qu'on le travaille? L'inégalité des partenaires, évidemment, elle est à prendre en compte. Ce n'est pas la même chose si vous êtes à la préfecture, à l'OFPRA ou à la commission, l'IFSI, que si vous êtes intervenant social. L'autonomie des partenaires est à prendre en compte en termes de gouvernance et de pouvoir. La coopération sur quelle place? Et l'évolution régulée des partenaires est évidemment à prendre en compte. Alors, avec 50 partenaires, c'est beaucoup. Voilà, et qui n'ont pas toujours les mêmes valeurs, ni anthropologiques, ni des valeurs de vision de l'action. Donc on est amené à circuler entre ce que je fais, ce que vous faites, le nous, le conflit, l'autorité et la gouvernance. Voilà. Et ça, c'est quand même assez important pour le travail avec les migrants. J'aurais cité Axel Honneth qui, dans la lutte pour la reconnaissance, dit les migrants sont tout spécialement dans cette position de demander la reconnaissance de leur histoire, de leur désir de changement, de leur potentialité à vivre, d'être en lien, d'avoir confiance en lui, mais aussi d'avoir confiance en nous, d'être dans le respect des droits, dans la prise en compte des capacités de chacun à participer à la vie de la société. Voilà. Et ce travail de reconnaissance, qui est à la fois un travail social, qui nous concerne, mais qui concerne aussi tout particulièrement les migrants, doit évidemment être au cœur de la réflexion sur l'équilibre et la santé mentale. J'insiste ça sur la lutte pour la reconnaissance. Et que si on ne la prend pas en compte pour nous-mêmes, on ne peut pas le travailler avec les migrants, alors que c'est une vraie question. Si je pars, c'est pour essayer de vivre mieux ailleurs, d'accord, ou ne pas mourir là où je suis. Alors, quelques points des relations entre les partenaires. C'est en vrac, ça ne s'est pas hiérarchisé, donc n'y voyez aucune analyse préconçue. Le partenariat entre les équipes de santé mentale et les équipes de soins somatiques. Ça, c'est une vraie question. Parce que l'expression de la pathologie, elle passe parfois par un discours sur le corps, une plainte sur le corps. Et qu'on sait que si on ne fait pas un partenariat entre les équipes de soins somatiques, on va passer à côté de la souffrance, on va se lancer dans un dispositif de soins qui est inadapté à la réalité des migrants. Vous savez que, par exemple, la permanence d'accès aux soins de santé de Nantes est majoritairement utilisée par des personnes en situation de migration. Voilà. Et que ce partenariat est à travailler pour mettre à sa juste place le corps, la souffrance, l'expression de la souffrance et ce qu'il en est de mon équilibre psychique ou mental. Voilà. Et que quand on passe à côté de cette réalité, voilà, on passe à côté aussi d'une aide qu'on peut. Les partenariats avec les acteurs de l'aide juridique ou administrative, je ne sais pas comment... Bon. Je vais citer Elena Delia du Centre Primo Levi. La vie de certains migrants est marquée par la défaillance du droit, par la défaillance du politique, qui ne sont plus garants de la loi et du sens commun, tant dans l'expérience de la violence, de la torture, de l'attaque des liens familiaux, des liens sociaux, comme une mise du hors commun de l'humanité, de la dignité humaine, victime honteuse, isolée, soumise à la méfiance de l'autre. Voilà.
Et que, évidemment, cette question d'un équilibre intérieur qui souvent est lié à la migration va se reproduire ici aussi sur les modes qui vont être proposés dans l'aide juridique, dans la prise en compte des demandes, etc. Et avec le risque de réactiver, évidemment, un certain nombre de souffrances. Voilà. On sait, par exemple, on pourrait dire que ceux qui sont le plus en souffrance, c'est ceux qui sont le plus en difficulté pour rendre compte de leur histoire et de leur propre souffrance. Hein. Mais vous avez 3 mois pour le faire quand même. Voilà. C'est ça la réalité. Voilà. Et que donc, pour moi, par exemple, soignant, être assuré qu'un migrant a un bon accompagnement juridique est tout à fait rassurant pour ne pas me mettre en décalage par rapport au travail que je peux faire avec lui. Partenariat entre acteurs de soins et acteurs sociaux. Les espaces sont différents, les missions ne sont pas les mêmes, le rythme est différent. Le parcours de migrants, on dit c'est un long parcours, mais c'est un parcours quand même limité dans le temps. Et que la prise en compte du temps et du rythme et des espaces relationnels de chaque partenaire est important. C'est pas la même chose d'être dans un travail du genre d'accompagnement thérapeutique ou d'avoir à faire le récit du pourquoi je fais une demande d'asile. Voilà, on n'est pas dans le même décalage, même si les événements vont être les mêmes, même si l'histoire de la personne est la même. Voilà. Et je pointe ça parce que je pense que c'est prendre ça en compte dans les relations est important parce que dans notre travail, on est entre la prise en compte de l'aspect social, mais aussi du droit à l'intime pour chacun, alors que là, on est dans quelque chose de l'intime, quelque chose de la place publique, quelque chose du jugement par autrui. Donc ce travail du rythme et du temps avec les acteurs sociaux me semble important. Le partenariat avec les interprètes, évidemment, quelque chose d'important. La personne migrante, elle a sa langue. La plupart des intervenants ici en France ont une autre langue et qu'il y a tout cet espace d'intermédiaire, de relation entre l'intervenant, nous, et l'interprète. Comment tenir compte de nos attentes, de l'attente de l'interprète et des attentes du migrant. Voilà. Partenariat avec la personne elle-même. C'est-à-dire que, je disais, le partenariat avec les objectifs communs. Les objectifs communs, c'est d'abord ce que nous assigne la personne. Hein, qu'est-ce qu'elle souhaite et qu'est-ce qu'on peut favoriser ou aider de son propre parcours de vie, de ce pourquoi elle a choisi à un moment donné de quitter un lieu pour... voilà. Et c'est pas une position d'expert. C'est-à-dire, on n'a pas à vérifier si on est dans la vérité vraie ou la vérité présentée et racontée qui serait un peu en décalage. Dans le métier, la personne parle de sa vie si à un moment donné elle veut parler. Je n'ai pas à juger, moi, comme thérapeute, si c'est vrai ou pas vrai. Voilà. Et par contre, j'ai des partenaires qui, eux, sont amenés à juger si c'est crédible. Voilà. Et donc, pouvoir travailler avec la personne en étant assez clair sur notre proposition. L'importance du travail avec d'autres thérapeutes, je pense que ça a été dit tout à l'heure par Jean. Vous voyez, il y a un risque à être tout seul dans la relation avec les personnes. On sait dans le soin avec les personnes migrantes qu'on peut être tout à fait fasciné, voilà, pris dans le processus, par exemple, de traumatisme, etc. Et que si on ne travaille pas avec d'autres, on est dans cette espèce de contamination traumatique. Et je pense que c'est vrai aussi pour les travailleurs sociaux. Moi, je parle de ma place de soignant. Mais je crois que le travail avec d'autres, c'est-à-dire pouvoir élaborer ensemble, est une hygiène de vie absolument nécessaire. Et la relation avec l'ensemble des équipes. Alors ça, c'est une vraie question. À la fois, il faut des lieux spécifiques où on prend en compte la spécificité des migrants et de l'expression de leur souffrance. Et en même temps, il faut pouvoir ouvrir l'ensemble des équipes à prendre en compte cette réalité. Des outils à mettre en place
5 minutes. Voilà, quels outils, enfin, ou quels éléments me sembleraient importants à mettre en place à partir de ce regard. Des outils de formation et d'information sur l'aspect culturel, l'aspect social, l'aspect politique et l'aspect administratif qui concerne les migrants. Et ça, il me semble que c'est un travail qui peut se faire de façon globale. C'est-à-dire qu'on peut travailler en partenariat et avec l'ensemble des intervenants. C'est-à-dire que c'est un peu lié à une façon de se protéger, mais c'est aussi une façon pour nous de savoir ce qui se passe. C'est-à-dire la situation administrative, elle n'arrête pas de changer. Voilà. Et que si on n'est pas au courant, on peut ne pas tenir compte du rythme que l'administration impose à tel parcours. On peut pas, voilà. Et du coup, on se met mal à l'aise. Cette information et formation commune de partenaires me semble intéressante. Enfin, il y avait une étude qui avait été faite par le réseau Samdara dans la région avec l'ORSPER d'ailleurs, dans la région Rhône-Alpes, qui dit, bon voilà, il faudrait qu'en termes de santé publique, il y ait cette espèce de travail de synergie, d'élaboration, de compréhension des mécanismes réguliers pour les partenaires. Deuxième point, c'est des temps où l'ensemble des intervenants vont parler de leur mission, de leurs contraintes et de leur mode de communication. Ce n'est pas tellement de parler des situations concrètes de telle ou telle personne, c'est de pouvoir se dire c'est quoi votre mission, voilà, qu'est-ce que vous faites, et de façon à pouvoir être assuré dans sa propre position parce qu'on sait que d'autres sont là et qu'on n'est pas tout seul, qu'on peut éventuellement envoyer à des interlocuteurs, voilà, et on est suffisamment en confiance intérieure pour voilà, donc on peut accepter une précarité, mais elle est régulée par une certaine confiance intérieure. Donc c'est ces rencontres régulières où les intervenants se disent voilà, j'en suis où, c'est comme ça, voilà. Des espaces pour travailler la culture, le champ de la culture plus largement dans nos modes d'intervention, parce que je pense que les migrants nous questionnent beaucoup sur cette question de la santé, du soin et de la culture. Et la culture, c'est pas tant la santé, c'est aussi les régulations, l'éducation, les relations sociales. Enfin, c'est tout ça qui sont à prendre en compte et qu'il y a des espaces de réflexion en commun sur ma culture, ta culture, nos cultures. Voilà. Autre point, la capacité de faire appel à d'autres intervenants. Ben, je pense que ça s'appuie sur les rencontres antérieures et la réflexion qu'on peut avoir ensemble. J'insisterai sur la pratique de la concertation dans la confiance. Alors peut-être c'est un travail qu'on a à faire. Fondamentalement, la précarité entraîne de la crainte. Tout particulièrement la situation des migrants entraîne de la crainte parce que leur projet, il n'ira peut-être pas au bout. Enfin voilà, et que par exemple, nous, comme soignants, notre question, c'est pas de savoir s'il va obtenir ses papiers. C'est qu'il aura à vivre ici ou ailleurs à un moment donné et que les questions psychiques qu'il peut le traverser, on va être à un moment donné à travailler ça avec lui. Mais on peut le faire que si on est un peu rassuré sur et un peu avoir confiance dans les autres intervenants. La question du rythme de la personne. Ça, je crois que c'est important à tenir compte. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, et qu'on accepte qu'il y ait des rythmes différents pour la personne et des rythmes différents pour les intervenants. Et puis le dernier point, c'est que le problème de migration, c'est pas un problème que de l'accueil, c'est pas le problème des premières années, c'est un problème qui est beaucoup plus long que ça et qui va à un moment donné, être un élément de vie de la personne, c'est-à-dire avoir quitté un lieu, arriver quelque part, etc. Et ça, c'est une vraie question. Et la clinique des migrants, elle va bien au-delà des questions de l'arrivée des migrants. Ça peut aller chez les grands-parents. J'avais eu l'occasion d'aller colloque Tissé-Métissé. Il y avait des jeunes du quartier Nord qui avaient fait un spectacle qui avaient dit, bon, alors nous maintenant, vous savez, les jeunes de la 15e génération. Voilà.
pourquoi, qu'est-ce que ça a comme effet d'étiqueter votre inscription sociale? Peut-être c'est une vraie réalité, mais bon. Alors donc la 15e génération, que dira-t-elle des questions du que faire ensemble? Pour conclure, c'est une réflexion personnelle. Je trouve que le travail avec les migrants, mais ça c'est un peu assez classique, les personnes peut-être les plus vulnérables ou celles qui nous obligent le plus à travailler la différence et l'altérité, finalement nous donnent quelques pistes que j'ai essayé de citer, qui pourraient bien être utiles pour les autres qui ne sont pas migrants. Bien, merci beaucoup à Michel et à Hervé parce qu'ils ont réussi à tenir leur temps. J'espère que ça n'a pas été trop difficile, mais en tout cas, merci malgré tout d'avoir réussi à respecter ce temps. Donc, il nous reste là, pour le coup, très peu de temps pour débattre. Il y a un petit intermède théâtral qui va être proposé, et je ne voudrais pas non plus frustrer de cette initiative. Alors, avant l'intermède... Alors, peut-être, est-ce qu'il y aurait... Alors, on va prendre 2 questions, je suis désolé. Alors, en sachant que je vous remercie aussi de l'attention que vous avez portée. Hein. C'est une salle très, très attentive, je vous en remercie. Surtout qu'on donne assez peu la parole, mais ça va s'arranger, puisque dès cet après-midi, vous allez avoir l'occasion, vous allez être invité, plus qu'invité, à vous exprimer dans les différents ateliers. Et là, ce sera vraiment le moment de donner votre point de vue, parce que ce colloque, comme le nom l'indique, a pour but quand même d'échanger, que la parole circule entre les différentes personnes qui participent à cette initiative. Donc, est-ce qu'il y a des questions? On en prendrait 2, si vraiment, des éclaircissements peut-être sur l'intervention de M. Hotès et de M. Ignal. J'en vois pas. Je sais pas que je veux pas qu'il y en ait. Si vraiment il y avait besoin, faut pas exagérer quand même. Là, pour le coup, je risque d'être... Alors, Hervé Ignal comme Michel Hotès vont se retrouver tous les deux dans les ateliers respectifs, mais par contre, vous ne serez pas tous avec eux. Voilà, donc il faut le savoir. Alors, il reste également sur l'ensemble des 2 jours, donc comme pour Jean Furteau tout à l'heure, où là aussi je pense que nous aurions tous souhaité qu'il ait plus de temps pour s'exprimer. Donc il y a toujours possibilité, bien entendu, d'interpeller M. Ignal ou M. Hotès, si besoin, ou dans les moments formels ou informels. Bon, puisqu'il n'y a pas de questions, écoutez, je suis désolé, hein, c'est pas que je veux pas. Hein. Au niveau des informations très pratiques, donc là, nous allons nous quitter pour rejoindre nos salles respectives. Ce qui me permet quand même de vous dire que d'une part, dans les pochettes que vous avez eues, normalement, vous avez les indications et notamment un plan des lieux qui vous permettent de vous orienter. Ah, j'en profite aussi pour vous dire que dans le dossier qui vous a été remis, il y a notamment un glossaire. Je dis ça parce que Hervé Ignal a fait part d'un certain nombre de sigles que tout le monde ne connaît pas tout à fait. Donc, quand on a préparé ce colloque, on s'est rendu compte aussi que, bien entendu, en tant que professionnels, nous avions des jargons spécifiques et nous nous sommes attachés à établir un glossaire qui peut permettre aussi de vous éclairer si jamais tel ou tel sigle vous paraissait un petit peu obscur. Je dis ça parce que c'est important. Et il y a également, concernant la psychiatrie en Loire-Atlantique, une carte présentant les secteurs géographiques d'intervention. Je dis ça parce que sur la présentation, on parlait de psychiatrie 4. Ça peut paraître obscur pour certains. Vous aurez l'explication en consultant cette carte. Voilà. Alors, concernant maintenant la répartition en ateliers, vous l'avez derrière moi. Donc, je vais quand même reprendre rapidement. Hein, l'atelier numéro 1, concernant l'articulation entre les acteurs de terrain et les décideurs, les dispositifs de coopération, c'est salle moine au premier étage. L'atelier numéro 2, santé mentale et migrants précaires, travail en réseau, c'est la salle BATS qui se trouve bas peut-être qu'on dit, hein, dans le coin on dit bas plutôt. La salle, donc tout ça c'est nom d'île hein, pour les non-initiés. Une très belle île d'ailleurs, l'île de Bas. Donc salle bas au premier étage. Représentation et communication entre professionnels, vocabulaire, images, salle Bréa, premier étage également. Fonctionnement en réseau des expériences qui marchent, comment est-ce possible? Salle Béniguet au premier étage, santé mentale et précarité en milieu rural, salle Glénan au premier étage. Les formations sanitaires et sociales, salle Wedic au rez-de-chaussée. Comment interagir avec des comportements insupportables, salle Groix au premier étage. Accès à la santé, accompagnement, vers et dans l'hébergement, salle Ouessant au rez-de-chaussée. Et enfin, insertion professionnelle, emploi et souffrance, salle Watt au premier étage. Enfin, dernier atelier, l'atelier numéro 10, ne se tiendra pas dans ces locaux, mais tout près, au 18 rue Gaëtan Rodot.
Je vous propose, Erwan Hotès étant un des animateurs avec les personnes plus jeunes de cet atelier, je vous propose si jamais, peut-être de partir en groupe. La rue Gaëtan-Rodot se trouve un petit peu sur notre droite en sortant. C'est pas très loin, hein, c'est à 5 à 10 minutes à pied maximum. Voilà pour la répartition des salles cet après-midi. Donc, on y va directement. Donc, les ateliers sont prévus, démarrent à 14 h. Alors, je sais qu'il ne reste pas, il n'y a pas énormément de temps pour manger. Alors, le repas, pour les gens qui ont inscrit, le repas se tient en dessous, le SAF est en dessous. Normalement, on devrait être servi en temps et en heure pour pouvoir reprendre les ateliers à l'heure prévue. C'est ce qui a été négocié avec les responsables de ces locaux. Donc, voilà, voilà, et puis je peut-être maintenant, je ne sais pas, j'espère qu'au niveau des... Ça va, au niveau pratique, vous y retrouvez ? Pas de souci particulier. Très bien. Alors écoutez, la belle boîte, je crois qu'elle n'est pas très loin. À vous. Merci. Bonjour à tous. Juste avant de manger, voilà, les organisateurs du colloque nous ont contactés il y a quelques temps pour que nous portions notre regard de comédiens sur votre métier, qu'on ne connaît alors absolument pas. Nous ne venons absolument pas ni de l'action sociale, ni de quoi que ce soit, même si on est quand même deux à avoir la barbe, ce qui est pourtant un signe. C'est pour ça qu'on est autorisé à monter sur scène. Il a une dérogation pour monter sur scène aujourd'hui. Et donc voilà, on a mené quelques entretiens avec différentes personnes intervenantes ou qui étaient... et puis voilà ce qu'il en est ressorti. On va juste vous prendre 10 minutes et puis on reviendra plus longuement ce soir. Appuyez sur le bouton. Vous n'avez pas de hache ou de couteau sur vous? Je débloque la porte. Non, parce qu'un jour, on a un type qui est rentré, il est monté à l'étage, il avait un chewing-gum, on était un peu inquiets. Bonjour. Bienvenue donc à votre service social. Oui, asseyez-vous. Merci, monsieur Mangin. Donc, bravo, vous avez poussé la porte des services sociaux, je vous en félicite. Donc, avec l'ensemble des partenaires, on a installé de nombreux partenariats pour pouvoir vous apporter des solutions. Hein, vous n'êtes plus seul, monsieur Mangin, rassurez-vous. Hein, on est là, on va mettre en place un parcours spécialisé pour vous. Je vais faire une demande pour une aide ménagère et tout va très bien se passer. On travaille main dans la main avec tous les partenaires. Entrez, monsieur Mangin. À bientôt. Bonjour. Je vous attendais. Permettez-moi de vous dire, vous avez poussé la porte du CHU, le service santé mentale, et vous avez bien fait, je vous en félicite. Vous n'êtes plus seul, monsieur Mangin, vous n'êtes plus seul. Avec l'ensemble du réseau des partenaires, nous allons construire une prise en charge spécifique, voilà, sur mesure par rapport à vos besoins. Et voilà. Vous avez la chance, on est sur un territoire où nous travaillons vraiment main dans la main avec l'ensemble des acteurs. Nous allons donc pouvoir activer tout ça pour arriver très vite à vous remettre sur pied. Hein, monsieur Mangin? C'est gentil. Je vous en prie. Merci. À bientôt. Au revoir. Oui, c'est bon. Oui. Entrez, monsieur Mangin. Oui. On a décidé de laisser la porte ouverte. J'étais à un colloque la semaine dernière, j'ai ouvert les yeux. Voilà, asseyez-vous, monsieur Mangin. Donc, j'ai là la réponse, hein, je la découvre en même temps que vous. Hein, j'avais fait ma demande donc au conseil général. Alors, monsieur Mangin, précarité, bonne ou mauvaise, et voilà, prise en charge médicalisée. Alors, il doit y avoir une erreur. Hein, je pense que c'est pas vous, parce que j'avais demandé une aide ménagère. Je vais refaire une demande. Monsieur Mangin, oui. Du coup. Monsieur Mangin. À bientôt. Il y a eu une petite erreur administrative. J'ai reçu là par rapport à la demande de prise en charge. On m'a répondu qu'il y avait un monsieur Mangin qui avait le droit à une aide ménagère. Je pense que pas que c'est vous, hein, c'est pas vous a priori. Donc sûrement au niveau du conseil général qu'ils ont dû mélanger un petit peu. C'est pas gênant. Je vais refaire une demande. Et puis comme ça, du coup, tout va aller très vite. Vite, hein, parce que mon temps est compté quand même. Oui, bah oui. Bah, effectivement, vous êtes ouvrier. Oui. Et il vous reste plus beaucoup d'heures à vivre. Bah Oui, non. ça on va aller très vite. On va aller très vite. Merci, docteur. Je vous en prie. Monsieur Mangin. Alors. Bon, on va enlever la porte du coup. Oui. C'est beaucoup plus rapide. Alors, oui, bon, il y a eu une petite erreur administrative.
Donc on a multiplié un peu les dossiers. Faut dire qu'on n'a plus de budget aussi. Hein. Ah, il y a une restriction budgétaire, c'est bien. On a l'impression que les budgets sont divisés par deux. Mais monsieur Mangin, mais oui, exactement. Divisé par deux, hein, c'est exactement. Mais monsieur Mangin, c'est normal, on est plein de partenaires à travailler ensemble, il y a plein de gens qui ont des besoins, mais il faut partager un petit peu les recettes. Non, c'est cet autre monsieur Mangin qui avait le droit à une aide financière ménagère. Ben voilà, lui aussi il est dans le besoin, monsieur Mangin. Il faut comprendre ça, monsieur Mangin. Hein, on a dû répartir un petit peu. Tout va pour le mieux, monsieur Mangin. Ça y est, on a réuni l'ensemble des dossiers. Ah, donc on a une pile haute comme ça. Ça va aller beaucoup plus vite. Oh, monsieur Mangin, vous me faites confiance. En tant qu'acteur de proximité, je suis la personne la mieux placée pour vous accompagner. Monsieur Mangin, vous me faites confiance. Oui, il y a eu, Valérie, il y a eu une petite... en fait, vous étiez la même personne. Voilà. Donc, on va récupérer le dossier au niveau du CHU. Ah, monsieur Mangin, maintenant, avec vos services sociaux, on va pouvoir vous accompagner. Ça va aller beaucoup plus vite. Monsieur Mangin, hein, on a bien travaillé, vous et moi. Je pense que... Faites-moi confiance, monsieur Mangin. Tout va bien se passer. Ah, ça va bien se passer. Pardon? Moi, c'est monsieur Mangin. Ah, monsieur Mangin. Je voulais voir par rapport à mon dossier, vu que ça avait avancé. Oui, alors effectivement, du coup, comme on travaille effectivement nettement, on est plus coordonnés aujourd'hui, donc nous n'avons plus la charge de votre dossier. Donc, je laisse l'interlocuteur principal piloter, qui me sollicitera s'il y a besoin. Alors, mon dossier, il est où? Ah, c'est moi. Vous pouvez... Oui, bien sûr. Allez-y, entrez. Le mec au chewing-gum est revenu, c'est ça? Monsieur Mangin, j'ai plus votre dossier, monsieur Mangin, moi. Le temps administratif, monsieur Mangin, ça va beaucoup plus vite. Hein, les choses se réorganisent. Donc moi, je l'ai plus. Non. Allez voir plutôt... allez voir au niveau de la région. Voilà. Ah. Moi, j'ai plus la main libre. Hein. Monsieur Mangin, je comprends votre désarroi. Bon, il vous reste de la famille, monsieur Mangin? De la famille, monsieur Mangin. Il me reste juste ma mère. Voyez avec elle. Oui, avec elle. Et donc voilà, ça c'était le constat de départ. Voilà, c'est comme ça que nous l'avons fantasmé quand on nous a dit on rassemble les gens autour de la précarité sociale et mentale, et donc on l'a imaginé comme ça. Et puis ensuite on a imaginé qu'est-ce que ça pourrait donner si vraiment tout le monde essayait de travailler très très bien ensemble. Et ça pouvait ressembler à ça. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venus. Voilà, l'objectif de la réunion aujourd'hui, c'est effectivement de ne pas reproduire les erreurs du passé, faire en sorte d'être mieux coordonnés, d'avoir une meilleure communication, une meilleure connaissance également effectivement des acteurs autour de la table. Je ne sais pas si tout le monde se connaît, je vous propose du coup peut-être de faire un tour de table rapide. Oui. Donc je suis Thierry Sattely, je suis psychologue, psychiatre et psychothérapeute, attaché donc au foyer d'aide sociale du canton. Merci. Oui, Paul-Antoine Dufresne, hein, je suis médecin psychiatre détaché au pôle psychiatrie du Mans. Oui, alors bonjour, moi je suis Marc, Marc Le Bonnec, je suis bénévole dans l'association Les Chaînes de l'Espoir, donc je suis sur le terrain. Merci Marc. Bonjour, Bruno Campin, assistant social, rattaché à l'ELPP Nantes, voilà. Ok, très bien, merci. Bonjour. Bonjour, je suis Jean-Pierre Lebras, je suis adjoint au maire, rattaché donc aux questions sociales de la commune de Saint-Vincent-les-Pauls. Merci monsieur le maire. Enfin, monsieur l'adjoint. Oui, bon, c'est à moi. Benoît Fellono, chargé de coordination à l'ARS. Et enfin Jean-Pierre Foulard, je suis cycliste professionnel. Ah, c'est pas là? Non. D'accord. Ce que je vous propose, du coup, c'est de profiter effectivement qu'on est tous réunis aujourd'hui. Je vous ai tous demandé de venir avec un dossier, de façon à ce qu'on voit effectivement comment on peut mieux se coordonner, mieux, voilà, même
tricoter nos actions autour pour mieux répondre au service. Hein? Eh ben écoutez, moi c'est simple, je suis venu avec le dossier Mangin. C'est incroyable, moi aussi je suis venu avec le dossier Mangin. Ah, bah moi aussi pareil. Mais moi aussi Ah oui, Moi aussi, j'avais justement un dossier Mangin. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, attendez, bougez pas. Alors, oui, monsieur le directeur. Oui, venez très vite. C'est un cas exceptionnel, monsieur le directeur. Ce qu'on cherchait depuis des années. Là. Oui. Écoutez, ce qu'on cherchait, l'espèce de Graal, depuis la réforme de la carte médicale de 2006, depuis le décret Bachelot de 2004, depuis la réforme administrative de 2006 et la refonte Mais du plan dites-moi quoi? de triangle des Bermudes. La seule personne qui se trouve à l'intersection parfaite de tous les territoires, de toutes les autorités présentes autour de la table. Alors il est super bien accompagné. Oui. C'est lui C'est Monsieur Mangin. Statistiquement, ce genre de cas n'arrive que tous les 150 ans. Écoutez, bravo à vous. Je vous laisse travailler. Reprenez le travail. Je vais fêter ça, je vais ouvrir du champagne. Champagne! C'est un jour énorme. Bah, voilà, on est tous là, on a tous quelque chose à faire avec Monsieur Mangin. Fantastique. Je propose de partager nos expériences. Allons-y. Eh bien, en tant que psychologue, psychiatre et autres, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui a un parcours social difficile, mais secret professionnel, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Je ne sais pas si vous voulez intervenir au niveau du Parce que CCAS. mon cher collègue est peut-être Bah si, plus non mais justement, Non, parce que- bon, c'est vrai qu'on a reçu de nombreuses fois Monsieur Mangin en entretien. Bon, Oui. je peux pas vous en dire beaucoup. J'ai moi-même reçu des courriers effectivement du Conseil Général, mais bon, je ne suis pas autorisé à les mentionner. Et alors, du coup, moi, en tant que bénévole, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous auriez, je sais pas, un conseil, une boîte à outils, peut-être? Étant donné là, les informations qu'on peut vous divulguer, je sais. Moi je ne peux alors, malheureusement peut- pas. Non, parce que peut-être. Attention, Si- on n'a pas. Je. Non, c'est peut-être. Ah, je. Non, non, parce que. c'est- Je vous propose une petite soupe le soir. Je pense que là. Ah, oui, alors oui, c'est ça. voilà. Oui. Voilà, très bien. Là, à ce niveau-là, je pense que. D'autant qu'on ne le dit pas assez, hein, mais très souvent, les problèmes psychiatriques, des fois, les gens sont morts de faim, tout simplement. hein. oui. On est d'accord là-dessus? Oui, on en a déjà peut-être trop dit. Oui, peut-être. Au-delà du secret professionnel. Oui. C'est bon pour Monsieur Mangin? Ouais, c'est bon. Eh ben, je propose que nous en restions là. Ouais, bon. On a bien bossé, je suis content. Je trouve que au niveau du réseau, on progresse, on avance. Et je vous propose d'aller manger. Ah bah à table. Petite soupe? Une petite soupe. Allez.